Bonjour, shalom à tous de Jérusalem. Je me présente, je m'appelle Avizana, directeur de l'association AMI, Alia et Meilleure Intégration. Pour la petite histoire, j'ai été de nombreuses années et un délégué de l'Agence juive en France et le directeur du bureau francophone de l'Agence juive. Et depuis quelques années, je dirige donc cette association qui s'est donnée comme but d'essayer de compléter les services qui sont donnés par l'État, par le ministère de l'Intégration, mais aussi par l'Agence juive. C'est-à-dire que si les bureaux nationaux des grandes institutions donne, j'allais dire, le travail important de l'inscription, de la préparation à l'ALIA au niveau des documents, de la validité du judaïsme et du droit au retour. Nous savons qu'aujourd'hui, avec la nouvelle vague d'immigration ces dernières années, énormément de petites questions. Et donc il y a besoin d'un service complémentaire qui est donné essentiellement par le monde associatif. Alors c'est quoi le monde associatif? C'est un monde qui se veut être un monde de proximité, un monde à l'écoute. Encore une fois, ça, évidemment, ce n'est pas du tout en contradiction avec ce que font les institutions nationales, qui, elles, font un travail sur le global, sur la communauté, sur le macro, sur l'approche générale de l'ALIA. Il faut ensuite, évidemment, essayer d'affiner ce travail. Et donc en 2005, sous l'impulsion de Pierre Besnénou, Gilles Taïeb, des responsables communautaires qui ont vu que se passait quelque chose de nouveau en France et que nous assisterons probablement, et je crois que là-dessus ils ont été visionnaires, que nous assistons probablement à un certain réveil de la communauté juive de France par rapport à Israël. Si jusque-là 1000, 1500, 2000 personnes parfois faisaient leur alia, tout d'un coup les chiffres évidemment se sont multipliés par 2, par 3 et voire même par 4. Et donc depuis cette association qui a son siège social à Jérusalem, que je dirige avec une équipe dont je parlerai tout à l'heure, a décidé d'ouvrir des représentations à travers le pays pour essayer d'apporter des réponses concrètes sur un certain nombre de points. Ces points sont évidemment, j'allais dire, les points classiques qui sont les entraves principales à une bonne intégration, le monde de l'éducation, le monde du travail, la vie sociale et la confrontation avec la bureaucratie. Alors évidemment, entre-temps, vous me direz, se sont créées énormément de fonctions au sein des administrations israéliennes, que ce soit évidemment les projectorim dont vous avez sûrement entendu parler, qui sont les référents municipaux dans les villes, et aussi d'autres fonctions qui permettent de faire un meilleur pont entre les Olim et la société environnante. Cependant, nous pensons que le monde associatif, tel qu'il a été mis en place par AMI, a cette dimension, j'allais dire, de facilitateur, informel, qui permet aux gens d'avoir une approche plus simple, de pouvoir, j'allais dire, se rendre dans nos bureaux sans rendez-vous, d'être reçu avec un café, de pouvoir ensuite avoir un rendez-vous avec une personne compétente. Quand je dis une personne compétente, nous avons développé à travers les années un certain nombre d'expertises dans pas mal de domaines. Et AMI a accompagné ces dernières années, on peut dire environ 50% des Olim qui sont venus en Israël. Alors, vous accompagnez comment? D'abord, avant tout, nous essayons d'être en contact avec les Olim et grâce à l'Agence juive évidemment et grâce aux autres organismes qui nous invitent à participer lors des salons et des réunions qui se déroulent à travers la France, de pouvoir avoir ce premier contact pour pouvoir offrir et nous faire connaître auprès des futurs immigrants. À partir de là, nous essayons en créant, j'allais dire, une fiche de premier contact, de pouvoir relancer et accompagner en fonction des problématiques qui ont été soulevées par chacun d'entre vous. Et il faut comprendre que l'ALIA, ce n'est pas du tout une petite aventure. C'est au contraire une très grande aventure, j'allais dire quelque part une révolution, puisqu'on décide directement, en une fois, par un petit coup de baguette magique, de changer de monde, de changer de vie, de changer de langue, de voisinage, d'environnement, de profession pour beaucoup, s'éloigner de sa famille, s'adapter à un nouveau langage, un nouveau rythme. Évidemment, le rythme israélien est beaucoup plus basé sur le rythme juif, avec un week-end qui est différent, avec des horaires qui sont différents. Et donc, toutes ces choses qui paraissent au départ des petites choses, sont des choses fondamentales auxquelles il faut préparer les futurs immigrants. Et quand, au niveau quantitatif, nous sommes passés ces dernières années de 3000, 4000 à 7000, 8000 Olim, effectivement, il y avait donc un nombre beaucoup plus important de personnes avec qui il fallait aborder ces petites choses qui sont finalement pour nous les secrets de la réussite d'une intégration, c'est-à-dire connaître beaucoup plus l'environnement israélien, savoir beaucoup plus à quoi mène ce changement de vie qui s'appelle l'ALIA, qui est un rêve pour beaucoup d'entre vous, qui est un rêve que nous pensons qui peut non seulement se réaliser, mais aussi réussir dans les meilleures conditions, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un nouveau monde qui a ouvert énormément de possibilités grâce à Internet, grâce au low cost, grâce à Facebook, au monde global dans lequel nous vivons, et donc les frontières sont beaucoup moins marquées.
la possibilité de vivre en tant que francophone en Israël aujourd'hui est une grande réussite, mais cependant, ça peut être une épée à double tranchant, et ça peut tromper le futur immigrant qui croit connaître Israël et qui malheureusement, par exemple, ne connaît pas la langue. L'hébreu, c'est un élément sur lequel nous essayons d'avoir en tout cas au moins une influence, j'allais dire, au niveau de la prise de conscience. Il est fondamental pour un nouvel immigrant, on le dit peut-être pas forcément assez, on ne le dit pas avec suffisamment, j'allais dire, de fermeté. Il est fondamental pour un immigrant de se préparer à l'hébreu, même si parfois, quand il est pratiquant traditionnaliste, il a l'impression de connaître un petit peu parce qu'il fait la tfila, parce qu'il fait la prière et qu'il lit les chadodis avec les points. Il s'agit d'un nouveau langage, il s'agit de l'ivrite, il s'agit d'une langue qui devient aujourd'hui une langue nationale, qu'il faut pouvoir pratiquer si on veut se sentir partie prenante de ce pays, si on veut se sentir partie intégrante. Et donc je crois qu'il y a aujourd'hui énormément de possibilités en France, encore une fois aussi à travers les réseaux sociaux et des sites et des applications, mais aussi à travers des ulpanim. Donc si je dois dire un premier élément sur lequel a mis l'accent, nous avons travaillé avec le Centre communautaire de Paris, nous avons travaillé la diffusion de brochures, nous avons travaillé à des partenariats avec des applications, faire en sorte que les Olim comprennent, même si on n'attend pas d'eux à ce qu'ils quittent la France avec un hébreu complet, nous pensons qu'il est fondamental de savoir ce qui vous attend en arrivant en Israël. Et Israël, l'État d'Israël a décidé de faire de l'hébreu sa langue nationale. Le français peut être un plus, en aucun cas, je dis bien, surtout quand on n'a pas un anglais forcément suffisant, il ne peut remplacer l'ivrite si on veut s'offrir des recherches d'emploi dans le marché le plus large possible, qui est le marché de l'État d'Israël. Autrement, nous allons nous limiter à un monde très frustrant, j'allais dire, je me permets d'employer cette expression qui est un peu forte, très limité du monde des call centers et du monde de la communication francophone en Israël. Et donc nous avons pris conscience qu'au-delà des problèmes d'éducation des enfants, qui sont un sujet très lourd, très long à développer ici, pour beaucoup, l'ALIA est essentiellement liée au fait qu'on veut assurer l'avenir de son enfant, et donc on vient souvent en Israël avec cet espoir que la nouvelle génération, comme les parents ont quitté l'Europe de l'Est ou d'autres parents ont quitté l'Afrique du Nord pour assurer l'avenir de leurs enfants en venant en France, aujourd'hui nous assistons à une génération ou deux plus tard cette même ambition de beaucoup de parents qui estiment que l'avenir éducatif de leurs enfants peut paraître beaucoup plus difficile aujourd'hui à assumer. Cette éducation juive, avec cette liberté de pratique, cette liberté de vie telle qu'on pouvait l'avoir en France il y a encore une quinzaine d'années, est aujourd'hui beaucoup moins possible, en tout cas est beaucoup plus difficile à assumer. Et donc cette volonté de venir en Israël et d'avoir une éducation juive, une liberté pour ses enfants, peut aussi avoir un prix. Le prix de cette nouvelle liberté avec laquelle pas forcément toute personne, et les parents et les enfants, savent se confronter. Nous découvrons en Israël un rythme scolaire différent, une approche de l'éducation avec beaucoup d'éducation informelle. Et là encore, AMI est intervenu dans différents niveaux. Les premiers niveaux sur lesquels AMI est intervenu, c'est en créant, il y a déjà un certain nombre d'années, des centres de soutien scolaire dans les écoles et en dehors des écoles. Là, les enfants qui quittent l'école à 13 heures ne se retrouvent pas livrés à eux-mêmes, dans la rue, un peu perdus, avec peu de repères sociaux, avec peu d'amis et malheureusement la possibilité parfois de quitter la voie médiane, la voie centrale et se retrouver un petit peu en marge de l'école, en marge de leur quartier, en marge de leurs amis. Et donc nous avons mis en place dans les grandes villes d'Ashdod, de Netanya, de Jérusalem, de Hadera et d'ailleurs, Beth Shemesh, des centres de soutien scolaire. La deuxième chose qui ne paraît pas moins importante, soutien scolaire donc ont pour but de renforcer le côté des matières sur lesquelles le nouvel immigrant est faible, mais il y a aussi le côté informel en Israël qui est fondamental. Si on veut se sentir appartenir à la société israélienne, il faut avoir un vécu qui nous rapproche de Eretz Israël, de Torah Israël pour ceux qui sont pratiquants, de rencontrer du monde israélien qui ne soit pas forcément francophone. Et pour ça, nous pensons que les mouvements de jeunesse ont un rôle important à jouer. Et donc nous avons dans un premier temps développé un partenariat avec le mouvement du Bnei Akiva en Israël, et nous incitons les jeunes Français à travers un certain nombre d'activités que nous finançons, de responsables associatifs et du mouvement de jeunesse francophone qui vont à la rencontre des familles pour inviter les jeunes Français 2 fois par semaine, le mardi et le samedi, à participer à des activités informelles, des activités éducatives, des activités qui leur apprennent à mieux connaître, à mieux aimer ce pays. Donc, centre de soutien scolaire, mouvement de jeunesse, parfois aussi camp de vacances en été, encore une fois, pour ne pas se sentir perdu. Israël, ce n'est pas Netanya, ce n'est pas la plage, ce n'est pas seulement le Kotel. C'est ça aussi, évidemment, mais c'est aussi une vie de tous les jours, qui est une vie normale, qui est une vie d'un juif qui a retrouvé sa vie
dans le pays dans lequel il rêve de vivre, mais avec lequel il doit savoir mettre, j'allais dire, les différents ingrédients pour que cette vie soit une vie équilibrée. Donc ça, c'est au niveau éducatif. Je me permets de revenir sur l'élément qui nous paraît en ce moment, l'élément fondamental, qui est l'élément du travail, l'élément de l'emploi. Dès sa création, AMI a mis en place une structure qui s'appelle l'antenne emploi. AMI Emploi, vous pourrez rentrer sur les différents sites de AMI, je donnerai tout à l'heure éventuellement quelques adresses pour permettre à des futurs Olim, à travers la France, mais surtout en arrivant en Israël, parce qu'encore une fois, là aussi, il faut éviter les désillusions. Il est très difficile de trouver du travail en Israël avant même d'avoir fait son aliyah. Donc vous me direz que c'est un petit peu un challenge qui est un peu compliqué. D'un côté, je quitte mon emploi en France, de l'autre côté, j'arrive en Israël et je me mets à l'ivrite et je m'adapte. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, l'aliyah est une révolution. L'aliyah est quelque part un renoncement dans un premier temps, ce qu'on appelle en hébreu Yerida l'Etzorech Aliyah. Il faut dans un premier temps descendre un petit peu, baisser de son potentiel économique parfois, son potentiel social, puisqu'on va se retrouver dans un environnement où on est moins fort, et au niveau économique et au niveau social et professionnel, pour pouvoir rebondir. Alors là, il faut savoir rebondir, effectivement, il faut se donner un temps, il faut calculer, préparer, se faire accompagner dans son alia. Et encore une fois, tous les partenaires sont des bons partenaires. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous exposer les atouts que l'association AMI offre, mais évidemment, il faut être proactif dans son alia. Il faut savoir frapper à toutes les portes. Il faut savoir tirer le meilleur de ce que chacune des associations, de chacune des organismes peut vous proposer et de ne pas attendre. En Israël, personne ne viendra vers vous. Il faudra aller vers l'information. Il faudra provoquer, il faudra demander, il faudra exiger parfois, peut-être, on dira de façon un petit peu brutale, taper du poing sur la table. Ce n'est pas grave. Ça fait partie, j'allais dire, de la façon de vivre en Israël. Il faut savoir se vendre, parce qu'on est dans un pays qui a appris à se battre pendant de nombreuses années. La plupart des gens ont fait l'armée, la plupart des gens sont éduqués dans des valeurs qui sont un petit peu différentes, où les choses sont beaucoup plus directes, où on fait moins d'emphase et moins de politesse, mais on va directement au but. Et le français parfois aurait tendance à perdre du temps parce qu'il vient avec un rythme à la française. Et donc moi je conseille que même pour le monde du travail, il faut savoir se vendre, se mettre en avant, faire de la candidature spontanée, savoir se présenter. Vous allez me dire oui, mais équivalence de diplôme, valorisation de mes acquis, reconnaissance de mon parcours professionnel, connaissance des chercheurs de tête, tout ça effectivement, d'un côté ça peut se préparer en France, donc prendre le maximum de tout. Je reviens sur l'hébreu, je reviens sur les renseignements à travers Internet. Il y a aujourd'hui énormément, et je vous présenterai tout à l'heure une brochure que nous avons préparée sur le guide pratique de la recherche d'emploi en Israël. Il faut aller vers l'information. Cette information aujourd'hui existe. Elle existe à travers des gens qui viennent vers vous en Israël, en France, pardon, mais elle existe aussi vers des sites et vers des documents qui sont diffusés. Donc, soyez proactifs. Il y a aujourd'hui en Israël, et c'est probablement un paradoxe, ce mois-ci encore, il y a quelques jours, les chiffres de l'emploi ont été publiés en Israël. Nous sommes aujourd'hui à 4,6 de chômage, le taux le plus bas de chômage que n'ait jamais connu l'État d'Israël. Pour information, nous sommes en France autour des 10%, soit plus de 2,5 fois le taux de chômage israélien. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas de chômage, ça veut dire qu'il y a un marché de l'emploi qui est en plein développement, sur lequel le nouvel immigrant doit apprendre à trouver sa place. Il doit apprendre, il doit accepter probablement, pour une partie d'entre eux en tout cas, à commencer dans une échelle moins importante, dans un poste moins valorisant. Mais encore une fois, s'il connaît son potentiel et s'il est prêt à faire les efforts qu'il faut, c'est-à-dire parfois déménager, parfois ne pas choisir une ville pour le confort parce qu'on va s'installer à Netanya parce qu'il y a la mer ou parce qu'il y a Tata qui habite là-bas, mais aller à Holon, parce qu'à Holon il y a une zone industrielle ou parce qu'il y a une zone professionnelle dans l'informatique qui va vous donner plus d'emplois, ou aller même à Ashkelon ou à Kiryat Gat parce qu'il y a Intel, hein, je dis bien Intel, pas Intel. Donc tous ces choix-là sont des choix fondamentaux, sont une préparation à l'ALIA sur lesquels nous pensons que nous avons une valeur ajoutée, en prenant le temps d'expliquer à chacun à quoi correspond son profil, ses chances de réussite en Israël. L'expérience de ces 10 dernières années nous montre que l'apport substantiel du monde associatif qui est dans l'informel prend le temps avec chacun, et encore une fois on peut nous joindre évidemment directement à partir de la France, on peut nous joindre
par des questions Facebook et Internet. Nous avons différents sites Facebook, différents sites, j'allais dire Internet par thème que vous allez découvrir un peu plus tard. Donc toute cette information est à votre disposition. Il faut venir cette information. L'Alliance de France va continuer, même si les chiffres sont en légère baisse cette année, pour des raisons conjoncturelles ou techniques. Il est évident qu'après les 30 ou 40 000 Olim qui sont arrivés ces 15 dernières années, nous allons probablement avoir autant d'Olim qui arrivent dans les années qui viennent. Et donc, le challenge de la société israélienne et des francophones israéliens et du monde associatif qui accompagne ces Israéliens, ces nouveaux Israéliens, c'est de faire en sorte que l'image de cette communauté en Israël soit des plus réussies. Et elle a tous les moyens de réussir. Les moyens au niveau de sa volonté, les moyens au niveau de son idéologie, les moyens au niveau de ses compétences, mais elle n'a pas toujours une compréhension exacte de cette nouvelle société israélienne qui est aujourd'hui une société qui est, aujourd'hui j'allais dire une société qui est déjà en place. Et on a souvent tendance à dire en Israël que l'État d'Israël aime l'Alia mais n'aime pas forcément le Olim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité absolue des Israéliens sont passés eux-mêmes par l'Alia ou leurs parents sont passés par l'Alia. Donc il y a une compréhension totale du phénomène de l'intégration. Il y a simplement un manque de patience parfois au niveau des gens qui sont pris dans leur quotidien, de faire pouce, de s'arrêter et d'accompagner et de donner la main au Olim. C'est ce que nous essayons de faire avec des bénévoles. Nous sommes installés dans 4-5 villes dans le pays. Nous sommes installés à Beersheba, nous avons des bureaux à Ashdod, des bureaux à Tel Aviv, des bureaux aujourd'hui à Netanya, évidemment des bureaux à Jérusalem. Donc globalement, et nous commençons à voir développer une activité sur Anana, globalement nous pensons pouvoir être à l'écoute. Ce que l'Olé doit faire, c'est pas forcément d'attendre qu'il soit déjà arrivé. Une bonne alia, comme on le sait, est une alia qui se prépare suffisamment en avance. Suffisamment en avance, c'est un minimum de 6 mois pour se poser les bonnes questions, pour les relayer, pour commencer à avoir un élément de réponse. Évidemment, il ne faut pas attendre d'avoir toutes les réponses exactes à tout ce qu'on se pose, autrement l'alia ne se fera pas. Je pense qu'on peut simplement commencer à avoir des éléments de réponse qui nous permettent de savoir comment on va se situer, où est-ce qu'on va arriver, quelles sont nos chances de réussite, est-ce qu'on doit faire un bilan de compétences avant de partir, est-ce qu'on doit commencer à envoyer des CV, est-ce qu'on doit savoir qu'on aura du temps à attendre parce qu'on est prof et qu'il nous faudra non seulement un bon niveau d'hébreu, mais une reconnaissance du ministère de l'éducation pour nos diplômes et peut-être un stage. Et donc là, il faut prévoir probablement 1 an d'autonomie financière, ou bien qu'au contraire, on a un métier qui est complètement adaptable sur le marché israélien, qui ne demande pas forcément technicien informatique, qui ne demande pas forcément un bon hébreu, qui ne demande pas forcément un bon anglais, et qu'au bout de 15 jours, 1 mois et demi en Israël, on peut déjà prétendre, chercher et trouver du travail en Israël. Voilà, ce sont là, j'allais dire, au niveau de l'emploi. Alors, une fois qu'on arrive en Israël, commencent à se poser les vraies questions. Les vraies questions, c'est ok, j'ai trouvé du travail, mais je n'ai aucune idée du monde salarié en Israël. Comment on paye en Israël? Par exemple, en France, il y a des déclarations fiscales, ça n'existe pas en Israël. Il y a un prélèvement directement à la source, chose qui va bientôt être fait en France, si j'ai bien compris. Les prestations sociales, les assurances, les vacances, la qualité de la vie dans le travail, parce que le travail représente quand même un élément fondamental de la vie d'une personne de façon générale et de la vie d'un nouvel immigrant de façon particulière. Et donc, nous essayons, et nous avons édité le guide pratique du salarié en Israël, qui vient vraiment à peine de sortir, il y a à peine un mois, sur une 60aine de pages. Nous essayons de donner non seulement un lexique, mais évidemment des exemples très précis pour savoir si un employeur me propose tant en brut, ça veut dire quoi en net? S'il me propose tel salaire, qu'est-ce que je vais avoir comme couverture sociale? À quoi ça va me donner droit comme vacances, comme jours de maladie, comme prestations sociales, comme caisse de mutuelle, cadre ou autre, etc. Ce sont des questions qui nous paraissent très loin quand on est en France, mais dès qu'on arrive en Israël, si nous connaissons d'avance ces conditions, nous allons pouvoir d'autant mieux négocier un salaire, négocier les conditions, parce que les conditions salariales en Israël sont pas moins importante que le salaire en lui-même, qui est évidemment fondamental, mais il y a toute une, je vais employer quelques termes, Kupat Gamel, Keren Ishtalmut, Yemer Khufsha, ce sont toutes sortes de petites nuances sur lesquelles un immigrant qui arrive, qui est tout content de signer un contrat, ne va pas penser forcément s'attarder, Yemer Avra'a. Encore une fois, je donne des concepts qui, pour beaucoup, vont paraître des concepts très, très, très loin, alors que la plupart du temps, on me demande mais combien je vais gagner. C'est important, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout ça autour. Et à travers cette brochure, qui maintenant va bientôt être sur notre site Ami Emploi Israël, sur lequel non seulement vous allez pouvoir déposer
votre curriculum vitae pour une recherche d'emploi, mais les employeurs eux-mêmes peuvent online déposer des offres d'emploi. Et donc nous avons plusieurs centaines de personnes qui, dans les deux sens, déposent et recherchent avec notre intermédiaire qui nous permet, à travers une sorte de filtre très particulier, de pouvoir mettre en corrélation les offres et les demandes d'emploi spécialisées dans le monde francophone. Parce que là encore, nous pensons que le français est une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée s'il a des compétences, s'il a un diplôme, s'il a un minimum de niveau d'hébreu. Là, nous pouvons mettre plus facilement en avance sa compétence en français. Et donc aujourd'hui, cette nouvelle immigration, qui est une bénédiction pour l'État d'Israël, même s'il n'est d'après moi encore qu'à son stade relativement embryonnaire, mais qui a déjà vu l'arrivée de plusieurs dizaines de milliers de personnes, va progressivement augmenter les demandes francophones sur le marché, que ce soit dans le monde de la mode, dans le monde on va dire de l'alimentation, dans le monde du commerce, dans le monde des échanges internationaux. Petit à petit, nous voyons aujourd'hui que petit à petit, chacune des sociétés veut aussi avoir un employé francophone, parce que cette clientèle l'intéresse, dans le monde de la communication évidemment, dans le monde du tourisme, ce n'est pas une nouveauté. Donc là aussi, faire une analyse, et nous avons mis à la fin de ce site une vingtaine de sites de recherche de bon niveau, pas seulement dans le monde francophone, parce qu'il faut être capable de s'ouvrir au marché israélien pour avoir un maximum d'opportunités. Donc j'ai dit tout à l'heure, évidemment, je ne peux pas, dans le cadre de cette présentation vidéo élargir, nous avons le côté de l'éducation qui est fondamental, que l'on peut préparer. Nous avons mis en place un programme qui s'appelle Aliado, avec un accompagnement surtout du monde des adolescents. Nous savons que les enfants, relativement jusqu'à l'âge de la préadolescence, s'intègrent relativement rapidement dans le système israélien. Les enfants qui arrivent en préadolescence et en adolescence ont besoin d'un accompagnement particulier. Les parents ont besoin d'être prévenus cette confrontation double qui est due et à l'adolescence elle-même, qui est en soi une crise entre guillemets que traverse un jeune, et en plus quand cette adolescence est liée aussi à un changement de vie qui n'est pas forcément préparé. On n'a pas forcément malheureusement toujours consulté son enfant quand c'est un adolescent et qu'on l'a prévenu, tu sais, cet été on a décidé de partir, et cet adolescent il a sa vie, il a ses amis, il a ses copains, il a sa copine, excusez-moi, il a son monde, il a ses habitudes, et on lui dit c'est pour ton bien, on a décidé de partir. Peut-être que dans la majorité des cas, il va bien réagir, mais il y a peut-être une minorité de cas avec lesquels il n'est pas prêt. Et les parents vont quand même partir. On va se retrouver ici confronté à une situation, on peut dire, de difficulté, de challenge auquel les parents doivent être un peu préparés. Et deuxièmement, savoir faire appel à des professionnels. Il faut faire appel en Israël. On est dans un monde à l'américaine. D'accord ? Tout ne se règle pas dans le cadre de la synagogue, de la communauté, de mon cousin, de mon ami, etc. Il y a des professionnels de l'éducation, des professionnels de l'encadrement, de l'accompagnement, des professionnels plus importants si ça nécessite parfois, même il ne faut pas avoir peur, parfois une thérapie entre guillemets, c'est-à-dire s'asseoir face à une personne compétente qui va un petit peu analyser et comprendre où est la difficulté. Parce que plus tôt on traite un problème, et plus vite on le règle. Et il faut surtout éviter de négliger une situation, surtout en début d'intégration, qui peut, excusez-moi l'expression, pourrir, qui peut un petit peu le laisser aller. On pense que ça va se régler. Non, ça ne va pas se régler tout seul. Il faut en Israël faire appel, et dans toute école, dans toute structure municipale, il y a un accompagnement professionnel qui peut être donné à ces adolescents. Évidemment, le monde associatif, dans sa dimension beaucoup plus informelle, beaucoup plus ouverte, veut aussi, essaye aussi de prendre la mesure, de prendre la température d'une famille quand nous commençons à déceler une petite problématique de décalage qui peut se faire entre les enfants et les parents, essayer d'orienter ces personnes vers les personnes compétentes. Nous n'avons pas toutes les compétences à AMI, mais nous avons en tout cas le professionnalisme et l'expertise de comprendre les processus globaux d'ALIA et d'intégration. Et donc, je voulais conclure sur la question de l'éducation qui est fondamentale et qui est souvent un déclencheur dans la volonté de départ d'une famille en Israël, mais sur laquelle nous ne donnons pas jusqu'à présent suffisamment d'attention à l'arrivée en Israël. Et donc là, je vais mettre en garde là-dessus. Deuxièmement, sur le problème de l'emploi, toute la question de l'ivrite, de l'hébreu, qui au-delà des compétences professionnelles, évidemment, au-delà de l'âge auquel on arrive, les possibilités de réussir sa vie professionnelle quand on est jeune, et je ne donnerai pas d'âge limite pour dire quand on est jeune, parce que ça dépend aussi beaucoup de sa tête, et quand on est moins jeune, sont évidemment des écarts qui sont importants, même si le marché israélien est ouvert à tous, mais évidemment, si on vit en Israël avec peu de compétences, qu'on a dépassé un certain âge et qu'on a un mauvais hébreu, la possibilité de trouver
un travail en adéquation avec sa volonté sera beaucoup plus difficile que si on a évidemment des atouts plus importants, qu'on ait fait une grande école, une université, qu'on parle couramment l'anglais et l'hébreu et qu'on a en plus un curriculum vitae qui est très recherché sur le marché israélien. La troisième chose, j'allais dire, c'est la vie sociale. Le choix de la vie sociale, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure du fait que les personnes choisissent parfois une ville parce qu'on a toujours rêvé d'habiter au bord de la mer. N'oublions pas qu'Israël est un petit pays, que même Jérusalem, qui est la ville la plus éloignée de la mer ou presque, est à peine à 50-60 km, surtout avec les nouvelles autoroutes que nous mettons en place. Il faut avoir la maturité de choisir son lieu d'intégration, c'est une décision fondamentale. Quand des familles ont quitté l'Afrique du Nord, parfois pour arriver en France, ils n'ont pas toujours choisi. Parfois ils ont été mutés, ils sont arrivés dans telle ou telle ville, parfois ils ont été attirés par un peu la famille qui se trouvait à Paris ou en province ou en banlieue, etc. En Israël, tout le pays est un pays juif. Il y a des synagogues, il y a des écoles, on parle hébreu de partout. Donc tout Eretz Israël est cachère, j'allais dire, pour s'y installer. Et donc aujourd'hui, on commence à percevoir ce changement de mentalité où les gens acceptent d'aller en Galilée, acceptent d'aller à Sderot, acceptent d'aller dans n'importe quelle ville en fonction d'abord de leurs moyens financiers. Et ça, je crois que c'est fondamental. Il faut aussi être conscient que tout le monde ne peut pas habiter à Jérusalem, que tout le monde ne peut pas habiter au bord de la mer à Netanya. On dit souvent que la vie est chère en Israël. C'est probablement vrai, mais il y a aussi la possibilité de vivre avec des revenus beaucoup moins importants si on fait des choix calculés en fonction de ses besoins. Et on peut avoir des loyers à 8000 shekels, on peut avoir un loyer à 4000 shekels et on peut louer un 3 pièces à 2500 shekels à Beersheba, qui est quand même la quatrième ville du pays, qui a un train, qui a une université, qui a un hôpital, qui a une zone high-tech qui est très importante. Malheureusement, seulement 2% des Olim choisissent d'aller à Beersheba. Et parfois les Olim se plaignent, à juste titre, qu'ils ont du mal avec le prix des loyers en Israël. Donc encore une fois, les options existent, que ce soit Ashkelon ou Tibériade ou Naharia, qui sont des villes complètement légitimes pour l'Aliyah de France. Je pense qu'il faut en prendre conscience, même si on a tendance toujours à vouloir essayer de faire mieux et d'avoir un meilleur niveau de vie, et c'est tout à fait légitime. Mais encore une fois, on peut commencer avec une option qui n'est pas l'option définitive, faire sa première année d'intégration en Israël dans un Yishuv, dans une petite ville, de voir venir, ne pas manger toutes ses économies, de se faire une communauté. Parce que je crois que le troisième élément, c'est qu'on vient aussi en Israël pour progresser au niveau de son identité. Il ne faut pas oublier cet élément majeur qui est pour nous amis aussi fondamental. On ne vient pas en Israël parce qu'on fuit quoi que ce soit, même si on est tout à fait conscient du mauvais vent et de la mauvaise ambiance qui s'est passée ces dernières années en France autour de la communauté juive, de la communauté nationale. Nous pensons, et toutes les enquêtes le prouvent, qu'au-delà de ça, la plupart des Olim de France viennent en Israël pour se construire, pour rejoindre leur famille, pour développer leur identité juive, pour pratiquer de façon plus libre au niveau idéologique, pas un sionisme qui est transmis de génération en génération. Et donc on vient d'autant plus avec ces valeurs qu'il est important que ces valeurs ne prennent pas l'eau en arrivant, et donc de se solidifier au niveau de sa personnalité, de pouvoir continuer à se construire en tant que juif, et en tant qu'israélien, en tant qu'hébreu, en tant que toutes ces choses qui forment notre identité. Et donc on a tendance malheureusement quand on arrive, en étant pris au quotidien par l'intégration familiale, professionnelle, éducative, professionnelle, de négliger cette dimension. Cette dimension est fondamentale et à AMI aussi nous la mettons en valeur parce que nous sommes toute l'équipe de AMI, que ce soit les professionnels, les bénévoles, le board, ce sont tous des gens qui ont traversé ce processus, des gens qui ont été des fruits de l'identité juive retrouvée un petit peu dans l'esprit de Manitou et dans l'esprit du sionisme moderne, qui est de pouvoir continuer à se construire en Israël. Et je crois que quand on a toujours en tête cette dimension, la raison pour laquelle on est venu en Israël, même quand on passe quelques difficultés qui sont inhérentes à une immigration, on se rappelle toujours pourquoi on est venu dans ce pays. Et ça, je crois que c'est important de pouvoir le rajouter comme une troisième dimension. Tout le reste, j'allais dire, ce n'est que technique. On a tendance, et on le fait de moins en moins, à une époque, les gros problèmes de l'intégration étaient les problèmes de la bureaucratie, du Bitoir Lomi, de la Coupatrolim, de l'administration israélienne. Alors c'est vrai que c'est surprenant, parce qu'un Français moyen n'a jamais mis quasiment les pieds dans sa vie dans un ministère. Et quand il arrive en Israël, on lui dit la première semaine tu vas au ministère de l'Éducation, la deuxième au ministère de l'Emploi, la troisième au ministère de l'Intégration, et après il vient un petit peu apeuré parce qu'il sait qu'on ne va pas parler français forcément dans cette... jamais été confronté à autant de... Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui,
Il faut savoir que faire son alia est beaucoup plus simple, et vous êtes beaucoup plus attendu. Il y a aujourd'hui énormément d'organismes, le nôtre n'est qu'un exemple. C'est vrai que c'est l'organisme que je dirige et donc je pense qu'il a des compétences et qu'il a des services et qu'il a une expertise et qu'il a une information importante à vous apporter. Je crois que c'est pas un hasard s'il y a aujourd'hui beaucoup moins de gens qui repartent en France parce qu'on arrive à trouver beaucoup plus sa place en Israël, parce que le monde est ouvert, parce que l'agent juif fait un travail important en France avec une équipe très importante qui arrive quasiment dans chacune des communautés, parce que la relève aujourd'hui est prise de façon beaucoup plus forte, non seulement par le ministère, mais par ces associations dont j'ai parlé, qui ont un rôle beaucoup plus important qu'on ne peut l'imaginer, parce qu'il y a aujourd'hui une information et un personnel francophone beaucoup plus grand qui n'existait il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans. Et donc, les Olympiques de France sont vraiment non seulement attendus, mais ont aujourd'hui les outils qui pourront permettre de réussir leur intégration de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et moi, je vous appelle d'abord à faire votre aléa le plus tôt possible, mais dans les meilleures conditions. Nous sommes qu'au mois de décembre, et donc comme la grande vague d'Alia se fait de France en été, moi j'ai tendance à comparer le monde de l'Alia à l'agriculture. Il y a une saison où on travaille la terre, une saison où on sème, et une saison sème S, E accent aigu, M, E, oui. Il y a une saison où on laisse pousser, il y a une saison où on récolte. Aujourd'hui, on est en pleine période de préparation de la terre. Nous sommes à 8-10 mois de l'aléa d'été. Nous avons le temps de nous préparer, nous avons le temps de préparer la terre, nous avons le temps de mettre j'allais dire les éléments qu'il faut pour que cette terre soit riche, pour que cette plante qui pousse soit une plante qui soit réussie. C'est ce que je vous souhaite, c'est que votre alia progresse à travers les prochains mois qui viennent. Nous sommes à votre disposition. Il suffit simplement de nous chercher sur Facebook ou sur Internet à Ami Israël. C'est très simple, Alia de France. Vous allez assez rapidement tomber sur nos contacts, sur nos pages Facebook. Une équipe de 7 à 8 personnes à travers le pays sont à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Shavuot Tov et à très bientôt en Israël.